Votre invité en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Bertrand Fleurose, le PDG fondateur de Cityscoot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors Cityscoot, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont les scooters bleus et blancs qu'on peut apercevoir notamment dans les rues parisiennes, mais pas seulement. 4000 en tout, c'est ça, sont en libre service à Paris, là je parle de Paris pour le coup. Ouais, environ 4000 à Paris et 3000 répartis dans 3 autres villes. Bon, 200 000 clients qui utilisent, c'est ça? À Paris, un peu plus de 200 000. 200 000 qui utilisent donc la plateforme au sens large. Je me suis posé la question, est-ce que le confinement, quelque part, oui, a dû peut-être casser un peu l'expansion de votre groupe, enfin de l'entreprise, ou au contraire, quelque part aussi, ça vous apporte peut-être des nouveaux usagers qui ont changé de comportement dans leur transport, qui ne veulent plus prendre le transport en commun, et puis qui se disent, tiens, on essaie Cityscoot. Alors probablement, mais ceux-là, on ne les a pas encore vus, on ne les verra pas. On va attendre le déconfinement du 19 juin, le déconfinement total pour voir quels sont leurs comportements. Mais entre deux confinements, déconfinements, il n'y a pas eu déjà des... S'il y a eu, d'ailleurs, on a battu tous nos records entre les deux confinements, entre la première vague et la deuxième vague. Mais non, ça a arrêté quand même pas mal, ça a gelé un petit peu nos plans de déploiement, puisque du jour au lendemain, on a perdu 90% de nos trajets. Ouais. D'autant que le chiffre d'affaires, alors pour le coup, si les chiffres sont bons, mais je parle sous de contrôle, est-ce qu'il a bien baissé en 2020 de 5 à 10%? On se dit quelque part, si c'est le cas, c'est déjà une aubaine. Oui, il a baissé de 8%. Ouais. Franchement, c'est chapeau l'artiste, non? Comme je vous dis, d'abord on a eu un bon premier trimestre juste avant que ça confine, parce qu'on a commencé avec la grève RATP. La grève RATP, elle nous profite en général. Et ensuite, dès qu'on a déconfiné, on a battu nos records. Donc tous les mois, en fait, en tout cas à Paris, hein, ça c'était pas tout à fait le cas à Milan, mais tous les mois qui étaient sans restrictions sanitaires ont été hyper profitables. Ouais, parce que sur 2019, la croissance était plus 70%. Donc quand on a 70% de croissance, et qu'on est à 0 ou 0 moins ou moins 8%, évidemment, ça casse vraiment un plan de développement ça... Non, parce que, oui, effectivement, ça ne fait que reculer un plan de développement. Vous avez perdu quoi, pour le coup? On ne dit pas. Mais non, mais en termes de temps par rapport au plan de développement. 1 an et demi, je pense. Ouais. Donc, juste ça décale le plan. Donc, en attendant, il faut tenir. Heureusement, on a pu bénéficier des aides d'État qui nous ont fait tenir pendant 1 an et demi. Toutes les aides qu'on peut imaginer, chômage partiel, report de PGE, charges, etc. Un peu de BPI. Donc, quel niveau de PGE? À quelle hauteur? Je ne vais pas vous dire ça. On ne donne pas de chiffres chez Cityscoot? On donne des chiffres d'usage, des KPI d'usage. KPI, les investissements. Non, on peut vous dire combien on a de locations par jour, ah oui, combien on a de clients. On donne les chiffres qui ne fâchent pas, quoi. On ne donne pas des chiffres qui se terminent avec le sigle euro, ça c'est sûr. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que après, il y en a plein qui gambergent, qui regardent combien on vaut pas, qui font tout un tas de calculs. Ça vous intéresse pas de savoir combien vous valez? Non, mais moi je le sais combien je vaux. Je sais combien je vaux, j'ai pas besoin que les autres donnent leur avis. Donc non, je vous dis, hein, le business model, il continue de fonctionner parfaitement. C'est pas parce qu'on s'est arrêté 1 an et demi que ça fonctionne pas. Et au contraire, peut-être, vous avez raison, la désaffection des transports en commun fera qu'on sortira peut-être in fine gagnant de la crise. Bon, le coût pour l'utilisateur, pas pour faire la promo, mais c'est 34 centimes d'euros la minute, voire moins. C'est 39 depuis 2 mois. Ah, ils augmentent les prix. Hein. Oui, si on veut assurer, vous savez, c'est pas très cher. Hein. Ça continue de pas être très cher. Sauf quand le feu rouge dure vraiment longtemps, quoi. Oui, alors surtout, il faut respecter bien les feux rouges, bien sûr. Ça, d'abord, ça nous rapporte plus d'argent, non? Ouais. Non, c'est vraiment... Un feu, c'est 1 euro, quoi. Un feu, même plus, c'est plus. Un feu, c'est 2 euros. Non, un feu, c'est à peu près 30 secondes. Donc, un feu, ça va être quelques centimes, 10 ou 20 centimes. Donc, ça va quand même. Donc, c'est 39 centimes. On a augmenté nos prix récemment. Vraiment, si on voulait assurer... d'abord, on a vraiment souffert. On fait partie de ceux qui ont beaucoup souffert. Et si on veut continuer d'assurer un tel service, on était un peu obligé de faire ça. Le profil de l'utilisateur? C'est plutôt un homme, donc on essaye à Paris notamment, enfin dans les grosses villes où on essaye quand même d'avoir un peu plus, de rebalancer plus vers une clientèle féminine. 80% d'hommes? Entre 80 et 83%, je crois. Donc la proportion femme grossit un petit peu, mais pas assez à notre goût, malgré les efforts qu'on fait parfois. Et c'est quelqu'un qui a à peu près 35 ans et qui est assez actif. D'accord. Et les clients réguliers peuvent dépenser jusqu'à 200 euros par mois. Je me suis dit, mais ils devraient s'en acheter un scooter, ça coûterait moins cher. Alors oui, rares sont ceux qui dépensent jusqu'à 200 euros par mois. À 200 euros par mois, ça vaut toujours pas le coup. Enfin, ça dépend après
à combien on estime les galères d'avoir son propre scooter, c'est-à-dire l'assurance, les réparations, machin, etc. Ça a un prix. La tranquillité, ça a un prix. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un petit premium que les clients payent pour cette tranquillité. Bon. Et pourquoi ne pas faire de la location de longue durée pour le coup parce que c'est moins rentable pour vous, j'imagine évidemment, mais Non, c'est pas sûr. Vous y avez pensé? J'imagine. Bah, alors, bon, oui, on y pense. Je pense que c'est un bon modèle. Moi, c'est un des modèles que je préfère, en tout cas sur le vélo. Vous savez, Véligo, je trouve que c'est un bon modèle. On y pense. Ça peut s'adresser à un certain profil de nos utilisateurs. Voilà, on serait capable de faire ça du jour au lendemain. Donc c'est dans les cartons, c'est en ouais. réflexion, c'est en gestation. Non, c'est pas en gestation parce qu'on ne va pas en accoucher à moins de sentir qu'il y a de la demande. Voilà. Le maillage, je ne me rends pas compte, 4000 scooters à Paris, on en trouve vraiment facilement. J'ai déjà un scooter électrique à titre personnel, d'ailleurs vous aussi. Il n'est pas venu en City Scoot, hein, il est venu avec le sien. Mais électrique, ouais. Ouais, 4000, ça veut dire à peu près 1 tous les 100 mètres en moyenne. Voilà. Donc, normalement, que vous soyez en moyenne, c'est une moyenne, ouais, parce qu'il y a des clusters, il y a des zones qui sont un peu moins desservies. En plus, ça dépend de l'heure de la journée. Mais ça veut dire qu'en gros, normalement, à moins d'une minute, vous pouvez toujours trouver un City Scoot. Ouais. Question qui n'est pas une question en euros, Bertrand Fleurose. À quand, ou peut-être c'est déjà le cas, l'équilibre d'exploitation? Alors à Paris, on l'a déjà trouvé. Ouais. Ouais, mais ça fait. On l'avait même déjà trouvé en 2018, au cours de l'été 2018. Bon, 2019 a été un peu plus compliqué. Il y a eu toute l'arrivée des trottinettes en 2019. Il y a eu un moment où il y avait 40 000 trottinettes dans Paris. Et 2020, on a eu la moitié des mois qui étaient en explosion positive à Paris. La rentabilité, en général, dans une ville, c'est entre 30 et 36 mois qu'on la trouve. Donc la rentabilité groupe, tant qu'on sera en croissance et qu'on va continuer d'ouvrir des villes, et c'est prévu, oui, on va en parler. On sera probablement pas en rentabilité jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre ville rentable contre ville nouvelle. Il y a une compétition entre trottes électriques et scooters électriques ou pas? En fait, non, pas tellement. L'usager est un petit peu différent. Ce qu'il y a, c'est que quand les trottinettes sont arrivées à partir de 2018-2019, il y a eu une sorte d'engouement, d'effet de mode, etc. Il y a eu beaucoup d'utilisation de trottinettes. Et on sait qu'il y a au moins 10 ou 15%, enfin au moins 10% de nos clients qui, tout d'un coup, ont basculé. Voilà. Alors, ils sont revenus peu à peu. Qui ont basculé, c'est-à-dire? Qui ont basculé dans quel sens? Qui ont essayé la trottinette. Ah, ouais. Et qui sont jamais revenus? Alors, qui sont jamais revenus, je ne sais pas, c'est difficile parce que juste après, il y a eu ce Covid, donc on ne sait pas où on en est. Mais comme on fait aujourd'hui plus de locations qu'on en faisait en 2020 dans les meilleurs mois et même en 2019, c'est difficile à dire. Alors, vous étiez, je découvre un peu le sujet, hein, mais vous étiez en quasi-monopole à Paris, jusqu'à l'arrivée, avec vos scooters électriques en libre-service, avec l'arrivée depuis peu de Lime. Oui. Lime, on les connaît évidemment, ils sont déjà présents en micromobilité, les vélos, les trottinettes. Est-ce que c'est un concurrent américain que vous redoutez? Comme ils ont des gros moyens. Est-ce qu'il y a ils ont une application aussi. Ils ont pour le coup 3 moyens de transport. Là où vous ne proposez que du scooter électrique. Comment vous voyez les choses? Vous redoutez ou pas ce concurrent américain? Alors non, on ne redoute pas. Déjà, on a eu... alors je ne sais pas s'ils ont autant les moyens que vous le dites, ça c'est la première chose. Je sais qu'ils ont probablement moins de moyens que le concurrent qu'on a eu pendant 2 ans à Paris contre nous, qui était à 100% détenu par Bosch, que ce concurrent avait comme moyen. Et qui est sorti. Pourquoi il est sorti d'ailleurs? Parce que je pense qu'ils sous-traitaient, Bosch avait ce défaut d'avoir tout sous-traité. Ils n'étaient que 20 ou 25 à Paris pour exploiter 2200 scooters. Et quand on sous-traite son opération, enfin son core business, ça ne peut pas marcher. Bon, donc je pense qu'il y a une petite erreur sur le papier. Et Bosch avait autrement beaucoup les moyens. Enfin, Lime à côté de Bosch, c'est minuscule. Donc non, on n'a pas du tout, on craint pas du tout Lime, comme on craindrait probablement personne. On est là avec 4000 scooters. Les clients nous seront, je pense, très fidèles. Et je crois qu'on offre un service qui a une qualité bien supérieure. Mais il y a de la place pour tout le monde, parce que le marché... il y a de la place pour plusieurs, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Oui. Et puis on espère aussi qu'il n'y aura pas tout le monde et que la ville de Paris sera suffisamment vigilante. Ah, il y a des concessions, comment ça se passe d'ailleurs? Oui, à Paris, alors déjà, il y a une LOM, une loi d'orientation des mobilités, qui fait que quand un opérateur arrive ou est déjà là, normalement, l'autorité organisatrice de mobilité, qui est soit la ville, soit la région, doit réguler le nombre d'opérateurs en faisant des appels d'offres. Donc maintenant, c'est
C'est la nouvelle. Ah, donc il y a une barrière à l'entrée. Alors, il y a une petite barrière à l'entrée, il faut être sélectionné. Et donc, ça empêche justement la prolifération de nombre d'acteurs, comme on l'a vu sur les trottinettes. C'est d'ailleurs à cause, probablement, des trottinettes. Instruit de, qu'il y a eu de la ce régulation. bordel, pardon, mais ça a été quand même le souk. Ah non, mais c'était l'enfer. Donc, je crois que la leçon qui a été tirée, elle est assez. Enfin, le coup de marteau, il a été assez puissant de la part des autorités. C'est maintenant, on veut plus de bordel. C'était le fameux chaos, je dis ça comme ça, mais de manière moins triviale, ce chaos sur les trottoirs parisiens. Quoi, il fallait enjamber les trottinettes pour marcher. Ouais. C'est rentré dans l'ordre pour le coup depuis, à peu près. Ah oui, parce que ceux qui ont gagné l'appel d'offres, donc il y a eu 3 acteurs qui ont gagné l'appel d'offres, ils sont maintenant obligés de ranger leurs trottinettes correctement et de surveiller qu'elles le sont tout le temps. Vous ne direz jamais, vous, sur le marché de la trottinette, parce que c'est déjà largement encombré, il y a du monde, c'est pas quelque chose que vous... Non, je pense que ça n'a aucune chance d'être rentable. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Alors pourquoi il y a autant de monde qui s'y colle? Franchement, je me pose la question et je ne suis pas du tout le seul à me poser la question. Je pense dans aucun pays, dans aucune ville? Si, alors je pense qu'il y a quand même des villes. Alors, une ville comme Paris, je pense que c'est voué à l'échec parce que le vandalisme, vous savez, ça fait partie des mœurs, le vol et le vandalisme à Paris. Et dans les villes plutôt du sud, je crois que ça n'a pas beaucoup de chances d'être viable. Dans les villes du nord, peut-être. Je crois qu'il y a des villes où Tyr, ou même Dot, etc., sont rentables. Mais je ne sais pas si... Quelle ville? Je pense que Tyr, c'est un des 3 qui opère à Paris en trottinette. D'accord, d'accord. Je ne suis pas là pour parler des trottinettes, mais je crois que le business model, il est très difficile à tenir. Voilà. Bon. Moi, je veux pas pour l'instant, je n'ai pas envie de me risquer à ça. Bon, qu'est-ce qui fait la différence entre vos scooters à vous et ceux de Lime, par exemple? Est-ce que la différence se fait sur le scooter en tant que tel, sur l'appareil, sur le fait je sais pas, qu'il soit bien chargé au moment où je le prends? Qu'est-ce qui fait la différence? Ah oui, non, mais ça c'est alors le critère numéro 1. Pourquoi un client va aller sur un scooter ou qu'il soit pas vandalisé, pardon, par le vandalisme? C'est qu'il faut qu'il soit sur l'application. Donc nous, on a 4000 scooters sur l'application qui sont prêts à être loués. Donc, un acteur qui en a 500 aura probablement jamais la faveur du client qui va se dire, moi, avec CityScoot, mais là, ils en ont 500, mais ils viennent d'arriver, cette preuve de mansuétude. Non, mais on va leur laisser un peu de temps. Je pense que l'objectif pour eux, c'est d'en déployer 1000. Mais je crois que, non, mais d'une manière générale, que ce soit Lime ou un autre, ou même CityScoot, je pense que la disponibilité de l'offre, c'est la clé de la réussite. Ensuite, effectivement, la qualité du scooter, l'impression de sécurité qu'on a en mettant sur le scooter. Nous, on a un scooter allemand, Lime, c'est un scooter chinois. Alors, j'ai rien contre les Chinois, je dis pas, mais je crois que notre scooter, nous, on a tous nos scooters depuis le jour 1. Ils ont 8 ans. Alors, les premiers ont 7 ans, mais en moyenne, ils doivent avoir 4 ou 5 ans. Ouais. Voilà. Et on sait qu'on va les tenir encore au moins autant. Donc, et ça, je ne crois pas qu'il y ait un seul autre opérateur qui peut dire la même chose. Et au niveau casse, niveau réparation, vandalisme, on voit quoi sur le scooter? Nous, nos casques sont détectés dans notre scooter, donc on ne peut pas terminer à la location si on n'a pas rendu le casque. Donc on n'a aucun problème avec nos casques. Ouais. Vandalisme, on en a très très peu. Et vol, on en a eu peut-être 5 en 5 ans sur Comment on flotte de 7000. explique sur parce que sur les trottinettes, pour le coup, les vélos... Ça pèse 130 kilos, enfin c'est compliqué. Vous savez, les scooters, ils font partie du paysage à Paris depuis des années 60. On y contribue, vous et moi. Oui, exactement. Donc non, c'est pas un phénomène de mode, ça pèse pas 20 kilos, et puis ça peut pas se hacker. Les trottinettes, ça se hack assez facilement quand même. Bon, vous êtes présent également à Nice, Bertrand Fleurose, CityScoot. D'autres villes à venir en France? On est présent à Nice, à Milan, à Barcelone. Je parle en France. Ouais. Alors oui, pardon. D'autres avis? Oui. Alors écoutez, combien de scooters à Nice? 500. 2000 à Milan et 650 à Barcelone. Oui, il y a d'autres villes de France qui nous intéressent. Pourquoi partir d'abord sur des grandes villes européennes puisque se déployer sur Marseille, sur Bordeaux On sait que, d'abord, notre deuxième ville, ça a été Nice. Ouais. On n'est pas parti sur une grande ville européenne. Ouais, la troisième. Mais ensuite, alors Barcelone, c'est une des villes les plus favorables en termes d'appétit pour les habitants des nouvelles mobilités. Vraiment, ils ont ça dans le. C'est accepté totalement par les Barcelonais. Vous êtes déjà rentable à Barcelone? Ah non, on vient d'arriver. Ah, on a répondu à un appel d'offres qu'on a déployé en juillet. En plein Covid, et on vient d'arriver, donc non, on ne sera pas rentable probablement avant 2020,
peut-être 2022, mais en tout cas, c'est sûr cette année. Combien on de le sera scouts pas. là-bas? Combien de scouts? On a 650. On est capé là-bas. En fait, la ville nous impose un certain nombre de scouts. On est 10 concurrents à avoir chacun 650 scooters. Donc c'est compliqué. C'est une situation compliquée à Barcelone. Et pourquoi les grandes villes d'abord? Parce que un des critères principaux pour nous, c'est la densité de population et la taille du marché. Donc on préfère être dans une grande ville. Alors le modèle, la meilleure ville du monde, c'est Paris, 2 millions d'habitants, 20 000 habitants au kilomètre carré. Ça se trouve nulle part ailleurs dans le monde pratiquement. Donc, et ensuite on essaie de trouver un petit peu qui est la deuxième. Donc le meilleure. navire amiral restera Paris. Ah, toujours. Et le poids, quel sera le poids là, à terme de la répartition entre l'activité sur la France et l'activité à l'étranger? Il y a cette vocation de continuer à accélérer à l'étranger? Ah oui, bien sûr. Non, on va forcément augmenter à l'étranger et surtout en Europe. Et comme l'Europe est plus grande que la France, j'espère qu'un jour Paris va perdre de son poids par rapport au nombre, à l'activité totale en Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, Paris et la France pèsent très lourd par rapport à notre déploiement. Mais un jour, j'aimerais bien que ça penche en faveur des villes non françaises ou au moins du 50-50. En France, on est en retard si on se compare par rapport aux autres Non, sur pas ce du tout. marché-là, non? Alors, Paris est très en avance. Ouais. Paris, c'est la ville numéro 1 dans le monde. C'est vrai? Ouais, ouais. Vous vous rendez compte, le panel de mobilité pour un Parisien, c'est les trottinettes, les VTC, les voitures en partage, les scooters, le meilleur maillage du métro, le meilleur métro du monde, les lignes de bus à n'en plus finir. Enfin, à Paris, on n'a plus du tout besoin d'avoir une voiture. Sauf si on doit évidemment amener ses enfants à l'école ou quelque chose comme ça. Et dans aucune autre ville au monde, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est la meilleure ville du monde pour le Parisien, c'est celui qui est le plus gâté. Voilà. Donc et puis il y a d'autres villes comme ça. Barcelone n'est pas loin, Milan n'est pas loin non plus. Oui, mais qu'il y a une différence d'échelle aussi en termes de population, ouais, dans ouais, ces ouais. populations. Et puis en même temps, sur Barcelone, s'il y a 10 concurrents qui ont chacun 650, ça Non, capte votre part de marché. Je veux dire, non, mais ça, c'est pas bon. L'appel d'offres à Barcelone, il a été fait n'importe comment. On va attendre un petit peu. Et puis, si jamais on voit qu'on ne peut pas débloquer cette situation, on ira choisir une autre Qu'est-ce qui est ville, bloqué aujourd'hui à Barcelone? Mais c'est la façon dont l'appel d'offres a été fait et rédigé. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dû rédiger un appel d'offres en disant qu'il allait prendre toutes les candidatures. Et puis, tout le monde aurait la même quantité de scooters. Voilà. Bon. C'est atypique. Ouais, voilà. Bon, c'est à ne plus jamais faire par aucune ville. Je lance un message à toutes les villes du monde. Ne faites Pourquoi? plus jamais ça. Parce que derrière. Parce que le modèle économique ne peut pas être rentable pour personne. D'accord. Donc en fait, si le modèle économique est rentable pour personne, ça va tuer le marché. Puisque les clients vont être dégoûtés. Et, ouais. Ok. Juste une question, le ramassage des scooters, le changement des batteries, tout ça, c'est fait avec des véhicules qui sont propres? Merci pour cette question. On est en effet, je pense, encore aujourd'hui, le seul opérateur à opérer depuis le premier jour, en tout cas en fourgonnette 100% électrique. Mais vous êtes le seul en même temps à Paris, donc vous êtes le seul. Non, mais je parle aussi de ceux qui font d'autres mobilités. Voilà. Il y a eu des vélos, il y a eu des vélos en libre, il y a eu des vélos électriques, en free floating, etc. Il y a eu des trottinettes. C'est le seul opérateur? Et en tout cas, nous, on le fait le premier jour. Aujourd'hui, je ne sais plus comment les autres opèrent. Je pense qu'il y en a un ou deux qui finalement se sont mis à opérer très bien. Je crois l'acteur franco-néerlandais. Mais tous ne le font pas. Et je trouve ça complètement inimaginable qu'on opère une mobilité propre. On propose une mobilité propre et qu'on l'opère avec des véhicules sales. Voilà. Oui, il faut être un peu cohérent 2 secondes. Ouais. À quand question qui est double, à quand la rentabilité pour le groupe? Et puisqu'on est sur Boursorama et en direct, est-ce qu'une cotation en bourse, c'est quelque chose que vous avez en ligne de mire, en tête, ou est-ce que ça vous... Alors, vous en fichez? à quand la profitabilité? Bon, on espère, il y a un moment où on va arriver dans un équilibre où les villes qu'on a ouvertes depuis longtemps et qui deviennent rentables sont suffisamment profitables pour compenser les pertes qu'on a au moment de faire de la croissance dans notre ville. À quand, je ne sais pas. Croissance dans les audits qui vont se poursuivre. Oui, qui vont se poursuivre. On est au début de l'histoire? Complètement. Nous, on pense que on a... Oui, on est au début de l'histoire du scooter électrique qui, à mon avis, est une des seules micromobilités qui peut prétendre à être profitable. On le prouve, nous, à Paris, on est profitable déjà, je vous ai dit tout à l'heure, depuis 2018, et on pense que le modèle fonctionne. Donc, oui, il y a un moment, alors je ne sais pas quand ça va être, peut-être 2024, 2025, donc c'est loin. Et évidemment, pour répondre à la deuxième partie de votre question,
Vous savez, même si on c'est pas du tout en gestation, du tout, pour utiliser votre terme de tout à l'heure, l'IPO, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête. Alors maintenant, en plus, il y a des SPAC, vous savez, et les SPAC sont très intéressés par la mobilité électrique, et on a vu des SPAC complètement dingues qui payaient 100 fois le chiffre d'affaires. Ouais. Mais il fallait vendre. Non, mais on n'a pas eu à 100 fois le chiffre d'affaires, évidemment, et on en a eu un récent, il y a eu Bird qui a vendu 24 fois le chiffre d'affaires, enfin, qui a mergé à 24 fois le chiffre d'affaires. Bon, nous, on pense que c'est complètement dingue de faire des trucs comme ça. On voit 100 fois le chiffre d'affaires, vous vendez. Hein. Non, mais même 24 fois. Je sais bien, je sais bien. Donc, Soyez pas modeste. donc ça existe. Je pense que c'est un peu fou. Moi, je ne suis pas persuadé que le SPAC, c'est quelque chose de très sain. Qu'est-ce qui se passe une année ou 2 années après le DSPAC? C'est encore quelque chose qui est assez obscur pour moi. Mais effectivement, une introduction, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête et que nos investisseurs ont en tête parce qu'il y a un moment où il y a des objectifs de sortie quand même. Qui sont ces investisseurs? Comme investisseur que vous connaissez, on a quand même la Caisse des dépôts depuis le jour 1, la RATP depuis le jour 2, tour B, et puis on a aussi Allianz, on a un fonds qui est assez connu dans le monde dans le monde des investissements vertueux, c'est Demeter. Voilà, donc on a un peu tous ces gens-là qui sont. Donc open à une IPO, mais pas tout de suite. Mais on garde ça un petit peu. Mais oui, mais de toute façon, on a toujours les oreilles grandes ouvertes. C'est bien, restez en éveil. Merci d'avoir été avec nous. Vous reviendrez pour l'IPO, hein? D'accord. Peut-être qu'on sera vu d'ici là, hein, ça tombe jamais. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Bertrand Fleurose, le PDG de Cityscoot, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye.